Voilà, je vais vous proposer une sorte de métatexte, comme on dit en jargon littéraire. Je vais vous expliquer les choix que j'ai faits en rédigeant la contribution que j'ai proposée à ce manuel, alors consacré au père espagnol. Voilà, alors vous l'avez déjà remarqué, en seulement quelques phrases, j'ai beaucoup utilisé déjà la première personne du singulier, ce qui peut paraître très narcissique. Il me semble néanmoins que les questions que je me suis posées sont des questions que les autres rédacteurs ont pu se poser et qui peuvent se poser de manière plus générale. Donc il me semble que par-delà la première personne du singulier, mon propos est quand même assez, a une portée assez générale. Voilà, alors je résumerai ici mon propos en 4 questions. Première question, dans quel esprit ai-je rédigé ce chapitre ? Quelle approche ai-je privilégiée ? Deuxième question, la question des bornes chronologiques. Quand commence et surtout quand finit l'ère patristique dans le monde hispanique ? Troisième question, quelle place accorder aux auteurs mineurs ? Et enfin, quatrième question, qui est un peu la corollaire de la question précédente en fait, quelle place accorder à Isidore de Séville ? Donc, l'auteur, au singulier, l'auteur majeur. Alors, premier point donc, dans quel esprit ai-je rédigé ce chapitre ? Alors, d'après ce que j'ai compris, un tel manuel est destiné un petit peu au même public que la revue Connaissance des Pères de l'Église, c'est-à-dire à la fois aux spécialistes, en tout cas à certains spécialistes, et en même temps à ce qu'on appelle le grand public cultivé, avec tous les guillemets que vous voulez autour du mot grand public cultivé, c'est-à-dire un public ayant quand même quelques notions de théologie et d'assez bonnes notions historiques, mais qui n'est pas spécialiste. Voilà. Alors j'ajoute que les spécialistes de patristique connaissent finalement généralement assez peu le monde hispanique, et donc finalement c'est peut-être aussi à eux que j'ai le plus pensé en rédigeant mon chapitre. Alors c'est parce que ce manuel n'est pas destiné à des spécialistes que je me suis abstenu par exemple de signaler les débats érudits concernant telle ou telle question de chronologie. Voilà, donc j'ai essayé de réfléchir à la question du public. En particulier, j'ai essayé de faire en sorte que mon propos soit le plus lisible possible. Donc j'ai essayé de rédiger mon chapitre comme un chapitre continu, en ménageant des transitions entre chaque auteur. Voilà, je n'ai pas voulu que ma contribution apparaisse seulement comme une suite d'anthroponymes ou de titres d'œuvres, même si dans la pratique c'est un petit peu de cela qu'il s'agit, il faut le reconnaître. Mais voilà, j'ai essayé de faire en sorte que ma contribution donne l'impression d'être un texte continu, d'un texte suivi qui puisse se lire d'une traite. Alors j'ai fait un autre choix, plus important encore, qui était de privilégier l'histoire littéraire, aux dépens de l'histoire des dogmes. Cependant, si ce choix est un petit peu lié au désir de toucher un public relativement large, en réalité il est aussi lié à la matière hispanique. En dehors du priscillianisme, il n'y a eu aucune hérésie spécifiquement espagnole. Et même le priscillianisme est assez difficile à définir en termes proprement hérésiologiques. Il semble que Priscillien n'était ni gnostique ni manichéen, mais c'est son goût pour un certain ésotérisme, aussi la maladresse de certaines de ses formulations, par exemple sur le dualisme corps-âme, qui ont pu donner des arguments à ses adversaires pour l'accuser d'hérésie. Voilà, alors ce parti pris de privilégier l'approche littéraire et philologique résulte aussi de l'état de la recherche. Ce qui est frappant quand on travaille sur la patristique espagnole, c'est qu'actuellement la recherche est largement dominée par des travaux littéraires et philologiques. Depuis 2010, sont parus 3 ouvrages de référence dans ce domaine. Donc, le livre coordonné par Carmen Codonnière sur la littérature de l'Espagne visigothique et mozarabe. Je ne donne pas les références exactes, vous les aurez dans les notes de bas de page de mon chapitre. Donc, les sources latines de l'Espagne tardo-antique et médiévale de José Carlos Martín. Et le premier volume de Traditio Patrum, rédigé par Emanuela Colombi, et consacré à la tradition manuscrite des textes patristiques espagnols. Alors on dira que je suis victime de ma spécialité, puisque même je suis plutôt philologue avant d'être théologien,
On en déduira peut-être que je ne suis pas assez attentif aux travaux théologiques, mais je ne le crois pas. Vraiment, les travaux récents, les travaux qui font référence, sont plutôt des travaux littéraires et philologiques. Et par exemple, alors depuis une quinzaine d'années maintenant, je publie une bibliographie bisannuelle sur Isidore de Séville, en faisant en sorte qu'elle soit la plus exhaustive possible. Je suis bien obligé de constater que les travaux théologiques sur Isidore de Séville sont rares. Ce que je suis le premier à déplorer. Isidore de Séville n'a peut-être pas le génie théologique d'un Augustin, mais enfin, c'est quand même un auteur intéressant. Je suis bien obligé de constater que les principaux travaux sur Isidore sont des travaux d'ordre littéraire et philologique. Voilà, donc cette domination des études philologiques et littéraires sur les études théologiques me semble être un aspect important de la recherche récente dans la patristique hispanique, et en tout cas ça m'a forcément influencé. Alors en effet, c'est peut-être le choix que je revendique le plus, j'ai essayé de me fonder sur les travaux de recherche les plus récents et d'en donner au lecteur un aperçu, même superficiel. Donc ce choix peut sembler contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que dans mon esprit, ce manuel de patristique était destiné non seulement à des spécialistes, mais aussi au grand public cultivé. En réalité, je suis convaincu que le grand public est très intéressé par les découvertes récentes. Pendant plusieurs années, j'ai été chargé, dans le cadre de la licence de théologie de Metz, du cours d'introduction à la patristique. Alors les étudiants, c'était un cours de L1, de première année de licence, donc les étudiants avaient un intérêt pour la théologie, sinon ils n'auraient pas choisi la licence de théologie, enfin ils n'auraient pas choisi cette matière, mais forcément en première année de licence, ils étaient peu savants, et voilà, c'est ce qui est tout à fait normal en première année de licence. Or j'ai très vite constaté qu'ils étaient extrêmement intéressés lorsque je leur parlais des découvertes récentes, lorsque je leur parlais des sermons d'Augustin découverts par François Dolbeau, lorsque je leur parlais des lettres d'Augustin découvertes par Johannes Divjak, lorsque je leur parlais des homélies d'Origène éditées par Lorenzo Peron, que nous avons entendu ce matin, et même lorsque je leur parlais d'éditions critiques récentes, je percevais un grand intérêt de leur part. Donc assurément, les débats érudits sur tel ou tel point textuel ne les concernaient pas, mais ils m'ont plusieurs fois remercié de leur montrer que voilà, la patristique n'est pas une matière morte, qu'elle continue à vivre et qu'on cesse de progresser dans la connaissance des pairs. Donc voilà, dans le chapitre que j'ai rédigé dans le manuel de patristique, j'ai semblablement cité les éditions critiques les plus récentes, j'ai insisté sur les découvertes les plus importantes, ou en tout cas celles qui m'ont semblé les plus importantes. Alors je citerai un seul exemple. Il me semble qu'une des découvertes les plus importantes de ces 25 dernières années concerne le concile d'Elvire. En gros, généralement, quand vous voyez des manuels de patristique sur la patristique hispanique antérieure à 2000, généralement, ils commencent avec le concile d'Elvire, en vous expliquant que ce concile est le premier grand concile de la péninsule ibérique. Et depuis les années 2000, en fait, un certain nombre de travaux ont montré que ce concile d'Elvire, ce prétendu concile d'Elvire, n'avait peut-être jamais existé, ou plutôt si, il avait existé, mais pas sous cette forme. Donc c'est en fait un concile plus tardif, et que les actes du prétendu concile d'Elvire, en fait, sont un ensemble de canons hétérogènes, appartenant probablement à plusieurs conciles, et qui ont été réunis a posteriori. Donc voilà, il y a un certain nombre de travaux qui ont remis en cause, sinon vraiment l'historicité, en tout cas l'unité du concile d'Elvire. Et c'est quand même très important pour l'histoire de la patristique hispanique, puisque généralement c'était un peu l'acte de naissance de la patristique hispanique. Donc c'est un concile qu'on datait avant même le concile de Nicée, donc fin 3e, début 4e, et aujourd'hui, finalement, on parle de canon pseudo-illibéritain. J'ai évoqué en une ou deux phrases dans le manuel, mais ça me semblait important de dire, voilà, il y a un événement quand même relativement important dans l'histoire de la patristique hispanique. De même, puisque Marianne Vanier m'a autorisé à faire une mise à jour chronologique de ma contribution, eh bien j'ai pris le risque, malgré l'absence de recul chronologique, j'ai pris le risque de citer des travaux très récents, donc concrètement de 2022 ou 2023,
parce qu'ils m'ont semblé, j'insiste sur le M apostrophe, donc le caractère un peu subjectif, et sur le semblé, mais tout de même, il y a certes quelques... Je n'ai pas abusé non plus, ça se limite à quelques éditions critiques récentes, à quelques travaux qui m'ont semblé vraiment importants, mais il y a quelques travaux qui m'ont semblé déjà devoir faire référence, dignes de faire référence. Donc concrètement, alors il s'agit de quoi ? Il s'agit de l'édition des œuvres de Taillon de Saragosse par Julia Aguilar Miquel et Joël Barrera Rodriguez. Donc, il s'agit donc des sentences de Taillon de Saragosse qui sont publiées en 2022 chez Brepol, dans le Corpus Caenorum, et puis tout récemment, l'édition des Excerpta Sancti Gregori de Taillon de Saragosse qui viennent de paraître, en novembre 2023, dans la Cismel à Florence. Et puis 3 articles, là aussi, qui m'ont semblé vraiment devoir faire référence. L'un de Jérémy Delmule sur Grégoire d'Elvire, où il propose l'attribution à Grégoire d'Elvire de textes d'authenticité douteuse. Et puis 2 autres de José Carlos Martín Iglesias, l'un sur Isidore de Séville et l'autre sur Fructueux de Braga. Alors vraiment, sur Fructueux de Braga, c'est tout récent, il date lui aussi de novembre, voire de décembre 2023 dans Studia Antiqua, dans Studia Historica, Studia Antiqua, mais c'est une édition critique des poèmes de Fructueux de Braga, avec aussi une mise en perspective de la biographie de Fructueux de Braga qui me semble vraiment devoir faire référence. Il me semble que quand on travaillera sur Fructueux de Braga dans les années à venir, on sera obligé de citer cet article. Donc voilà, j'ai pris le risque, alors qu'on n'a aucun recul chronologique, j'ai pris le risque de citer les travaux récents, parce que, me semble-t-il, ça peut intéresser aussi un public large, pas seulement un public de spécialistes. Voilà, alors j'espère qu'après avoir lu mon chapitre, les lecteurs, y compris donc les plus néophytes, retiendront que la patristique hispano-latine est un domaine de recherche en constante évolution. Deuxième point donc, que je voulais évoquer, qui est la question des bandes chronologiques, puisque mon chapitre a surtout été écrit dans une perspective d'histoire littéraire, la question s'est posée des bandes chronologiques. Quand commence et quand finit l'ère patristique dans le monde hispanique ? Bon, c'est une question qui ne se pose peut-être pas pour d'autres aires géographiques, une question par exemple qui ne s'est pas posée pour les conférences précédentes. Je tire Ambroise, l'ère chronologique c'est sa naissance, les bandes chronologiques c'est sa naissance et sa mort, en gros. Même Ambroise, Origène, Léon le Grand, etc. Mais en tout cas, cette question se pose pour l'Espagne. Voilà, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit ? Alors la borne inférieure peut être facile à déterminer. En gros, l'histoire de l'Église espagnole commence avec l'Épître aux Romains, verset 15-24, où Paul évoque son désir d'aller en Espagne. Alors en fait, il est impossible de savoir si ce souhait a pu se réaliser. En fait, la plupart des spécialistes pensent que non, mais de toute façon, même si c'était le cas, on n'en aura aucune preuve. Mais bon, symboliquement, c'est vrai que ça offre un point de départ commode. Alors un autre point de départ, moins symbolique, a longtemps constitué, notre événement a constitué un point de départ, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le concile d'Elvire. Maintenant, il faut mettre le mot concile d'Elvire entre guillemets, puisque je viens d'en parler tout à l'heure. Alors les actes de ce concile ont été conservés dans une collection canonique, la collection canonique Hispana. Donc on l'a longtemps daté entre 295 et 314. Voilà. Aujourd'hui, on pense que, j'ai déjà dit, que la plupart des canons transmis par ce prétendu concile sont d'origine variée, donc ils ne sont pas non plus, c'est pas non plus vraiment une forgerie. Le point, c'est qu'on ne remet pas en cause les spécialistes actuellement. Il y a plusieurs travaux extrêmement pointus, mais en gros, on ne remet pas en cause l'historicité de ces canons, mais plutôt le fait qu'ils aient appartenu à un concile unique. Voilà. Vraisemblablement, ce sont des canons d'origine variée qui ont été réunis après coup. Alors, quand commence la patristique hispanique, si ce n'est pas au concile d'Elvire ? Eh bien, c'est plutôt avec Osius ou Osius de Cordoue. Alors, Osius de Cordoue, c'est un personnage tout à fait remarquable, qui fut un des principaux conseillers de Constantin en matière religieuse, qui présida notamment, c'est quand même pas rien, le concile de Nicée en 325, et qui pourtant est tombé dans un relatif oubli. Alors parmi les mises à jour récentes, que je signale en note de bas de page, il vient de faire l'objet d'une biographie très très pointilleuse
de la part de Josep Vilela Masséna en 2020. Voilà pour les débuts. Donc le début relativement flou quand même. Mais alors, il est encore plus difficile de fixer la fin de la période patristique dans la péninsule ibérique. Là, il ne s'agit pas tellement d'historicité des faits, mais plutôt de fixer une limite. Voilà. Quand finit la période patristique dans la péninsule ibérique? Alors, la plupart des spécialistes proposent une date très précise, qui est la date de 711. Dans la date de 711, alors si vous ne connaissez pas l'histoire de l'Espagne, elle ne vous dit rien. Si vous connaissez l'histoire de l'Espagne, en revanche, c'est une date que je suppose que tous les écoliers espagnols doivent connaître. 711, c'est l'arrivée des Arabes dans la péninsule ibérique. C'est vrai que ça fournit une date commode, c'est la fin du royaume visigothique. Cette date fournit donc une fin commode à la période patristique hispanique. Par exemple, dans le chapitre extrêmement bien fait, vraiment qui beaucoup plus complet que le mien. Alors c'est pas le même public aussi, c'est un public plus spécialiste, mais extrêmement bien fait et qui est vraiment un modèle tout à fait remarquable. Le chapitre de Manuel Diaz y Diaz, donc dans le chapitre donc consacré aux écrivains de la péninsule ibérique, dans la patrologie éditée par Angelo di Berardino. Alors cependant, un autre patristicien espagnol, Ursicino Domínguez del Val, auteur d'une monumentale histoire de la littérature latine antique hispano-chrétienne. Quand je dis qu'elle est monumentale, je n'exagère pas, elle fait 6 volumes. Alors lui choisit de consacrer son 6e volume donc, au 9e siècle, en présentant à la fois les écrivains mozarabes comme Alvar et Euloge de Cordoue, et les écrivains carolingiens d'origine espagnole, comme Agobard de Lyon, Théodule d'Orléans, Claude de Turin et Prudence de Troyes. Alors pour ma part, après avoir beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup hésité, beaucoup pesé le pour et le contre dans tous les sens, j'ai choisi une solution intermédiaire. Donc je vais au-delà de 711 finalement. Je vais au-delà de 711 et j'inclus à la fois Beatus de Liébana, donc auteur de la seconde moitié du 8e siècle, et les écrivains cordouans du 9e siècle. En revanche, j'exclus donc Agobard de Lyon, Théodule d'Orléans, Claude de Turin et Prudence de Troyes, car il me semble relever davantage de la littérature carolingienne que de la patristique espagnole. Alors pourquoi avoir choisi d'inclure Beatus de Liébana et pourquoi avoir aussi choisi d'inclure Alvar et Euloge de Cordoue? Alors là encore, j'ai pensé au lecteur du manuel. Il m'a semblé que Beatus de Liébana ou Alvar et Euloge de Cordoue étaient des auteurs particulièrement susceptibles d'intéresser les femmes et les hommes du XXIe siècle. Donc Beatus de Liébana est l'auteur d'un commentaire sur l'Apocalypse, qui est surtout connu aujourd'hui, alors non pas pour son contenu, enfin c'est un contenu qui n'est pas inintéressant, mais ce n'est pas pour ça qu'il est connu aujourd'hui. Si vous tapez Beatus de Liébana sur Internet, sur Google ou sur un autre moteur de recherche, vous verrez, Beatus de Liébana est surtout connu aujourd'hui pour les magnifiques enluminures qui l'accompagnent, dans un grand nombre de manuscrits, et dont beaucoup sont accessibles actuellement sur Internet. Un des titres de gloire de ces enluminures, c'est en particulier ça. Il y a plusieurs manuscrits qui sont très connus. Il y a notamment un manuscrit qui est aujourd'hui, je crois, conservé à la BNF, Bibliothèque nationale de France à Paris. J'en suis même plus sûr, là, je dis ça de mémoire. Mais en tout cas, on dit toujours le Béatus de Saint-Sévère, parce qu'il provient donc de l'abbaye de Saint-Sévère. Et alors, un des titres de gloire de ce manuscrit, c'est d'avoir inspiré le Guernica de Picasso, ni plus ni moins. Voilà, donc je me suis dit, ça intéressera les lecteurs du manuel quand même d'entendre parler de ce Beatus de Liébana. Quant à Alvar et Euloge de Cordoue, alors Alvar et Euloge de Cordoue, donc ils ont été les principaux chefs de file d'un mouvement qu'on appelle les martyrs de Cordoue. Alors les martyrs de Cordoue, de quoi s'agit-il? Donc c'est un mouvement qui date du 9e siècle. Alors donc on est au 9e siècle, on est à Cordoue. Alors Cordoue au 9e siècle est sous domination musulmane. Et alors sous domination musulmane, les chrétiens sont tolérés,
comme Jean du Livre, donc les musulmans tolèrent les chrétiens et les juifs comme Jean du Livre, mais avec un statut inférieur aux musulmans. Et un grand nombre de Cordouans s'étaient convertis à l'islam, mais avaient adopté la langue arabe. Et donc c'est pour réagir contre cette islamisation et cette arabisation qu'une cinquantaine de chrétiens, entre 850 et 859, ont choisi le martyre en blasphémant publiquement la foi musulmane et le nom de Mahomet. J'insiste évidemment sur le mot publiquement, c'est un crime qui était passible de la peine de mort. Et ils le savaient évidemment, c'est un martyr volontaire. Et ils ont été défendus notamment par Alvar et Euloge de Cordoue. Alors le mouvement des martyrs de Cordoue a suscité une très abondante bibliographie, souvent passionnée, parce qu'ils interrogent évidemment le rapport de l'identité espagnole à l'islam, voilà, pour dire les choses rapidement. Mais les interrogations qu'ils suscitent ne sont pas totalement étrangères, après tout, c'est pas totalement étranger à des interrogations, à des questions qui se posent aujourd'hui en France aussi, voilà. Je pense notamment au lien entre christianisme et islam, ou à des questions plus spécifiques comme la question du blasphème, notamment le blasphème envers le prophète Mahomet, ou encore la question du martyr volontaire. Voilà. Alors assurément, il faut se garder de tout anachronisme. Je me suis bien gardé de le faire dans le manuel de patristique. Je me garderai bien de le faire encore maintenant. Mais voilà, vous comprenez aussi, je pense pourquoi il m'a semblé que le mouvement des martyrs de Cordoue pouvait intéresser bon nombre de lecteurs aujourd'hui. Si Beatus, Alvar et Euloge constituent des cas très particuliers, en raison de leur date tardive, donc 8e siècle pour Beatus et 9e siècle pour Alvar et Euloge de Cordoue, il y a eu néanmoins un problème que je n'ai cessé de me poser, donc c'est le troisième point que je voulais évoquer, qui est la question de savoir quels auteurs je devais inclure dans ce manuel. Comme j'ai déjà dit, Ursino Dominguez del Val a rédigé une immense histoire de la littérature latine antique hispano-chrétienne en 6 volumes. Bon, vu la longueur de l'ouvrage, il pouvait se permettre d'être exhaustif. Voilà. C'était tous les auteurs qu'on connaissait, tous les textes. Bon. Alors moi-même, dans le cadre de ce chapitre, quels écrivains devais-je garder, quels autres devais-je négliger Alors en l'occurrence, je n'ai pas du tout choisi d'être original. Au contraire, je crois pouvoir dire que mes choix sont très banals. Voilà. Par exemple, pour les auteurs du 7e siècle, donc 7e siècle postérieur à Isidore de Séville, donc j'ai cité 7 auteurs, qui sont Brolion de Saragosse, Taillon de Saragosse, Fructueux de Braga, Eugène de Tolède, Ildefonse de Tolède, Julien de Tolède et Valère du Bierzo. Ce choix n'est absolument pas original. C'est exactement le même que celui d'Ursino Dominguez del Val. Donc Ursino Dominguez del Val, en fait, c'est dans le tome 4 de son histoire de la littérature antique latine chrétienne. Donc il consacre à ces 7 auteurs un chapitre spécifique, et puis ensuite il y a un 8e chapitre qui s'appelle en gros auteurs mineurs. Voilà. Donc voilà, je fais le même choix que Dominguez del Val. Il me semble qu'il y a un relatif consensus sur ce sujet. Voilà. Alors j'ai néanmoins fait ce qui peut apparaître comme une exception, enfin oui, c'est une exception. J'ai inclus certains auteurs pour lesquels qui me semble intéressant de mettre en valeur en raison de l'actualité de la recherche. Finalement, ça renvoie au premier point de mon exposé. Alors notamment, j'ai inclus Consensus et Bacchiarius, en sachant pertinemment que ce ne sont pas des auteurs très importants, mais je l'ai fait parce qu'ils illustrent de manière notable et vraiment intéressante les progrès de la recherche. Alors Consensus, je ne sais pas comment prononcer en français, donc Consensus qui est, donc c'est un laïc, anti-priscillianiste, qui a vécu à Minorque au début du 5e siècle. Bon, on a conservé de Consensus seulement 3 lettres, adressées à Augustin, c'est pour ça qu'on les a conservées, c'est dans le corpus des œuvres d'Augustin,
Et alors ces lettres donc ont été conservées dans le corpus épistolaire d'Augustin sous les numéros 119, 11 étoiles et 12 étoiles. Voilà, alors si je vous dis 11 étoiles et 12 étoiles, vous voyez à quoi je fais référence. Les lettres 11 étoiles et 12 étoiles font partie des nouvelles épîtres d'Augustin, découvertes au début des années 1980 par Johannes Difiac. Donc voilà, c'est en gros un auteur dont on ne connaissait qu'une lettre et dont on ne connaissait pratiquement rien, et tout à coup, en gros, il y a les 2/3 de son œuvre qui ont été découvertes. Il y a déjà une quarantaine d'années, mine de rien, c'était 1980, ça date déjà une quarantaine d'années, mais voilà, c'est un auteur dont on découvre carrément les 2/3 de l'œuvre il y a une quarantaine d'années. Je trouvais que, j'y ai consacré 2 lignes dans mon chapitre, ça mérite pas non plus consensus, ne mérite pas non plus d'en faire des tonnes, mais voilà, je trouvais que ça méritait d'être signalé. Alors Baccharius, lui aussi, donc c'est un contemporain de Conscientius, lui aussi mêlé à la querelle priscillianiste. Alors c'est en plus assez compliqué parce qu'il semble d'abord avoir fréquenté les cercles priscillianistes avant de s'en distancier, mais il a fait l'objet en 2019, donc il y a seulement 4 ans, d'une remarquable édition critique de la part de José Carlos Martín Iglesias, accompagnée d'une introduction historique très poussée de Roger Collins. Donc voilà, là aussi, ça me semblait intéressant de montrer la vitalité de la recherche, même s'il s'agit d'un personnage, on peut le dire quand même, relativement mineur. Je pense que vous pourrez dormir tranquille si vous ne connaissez pas le nom de Baccharius, ça ne vous empêchera pas de dormir. Voilà. Il m'a semblé, je le répète, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il m'a semblé important de montrer aux lecteurs la vitalité de la recherche dans le domaine de la patristique hispanique. Alors j'en viens donc au dernier point. Si la rédaction d'un chapitre sur les pères espagnols amène à s'interroger sur la place des auteurs mineurs, elle oblige à s'interroger en sens inverse sur l'auteur, au singulier, l'auteur majeur de la littérature hispano-latine. Voilà. Donc, quelle place accorder à Isidore de Séville ? Donc incontestablement, Isidore est l'auteur le plus important des pères de l'Église espagnole, et il mérite sans aucun doute qu'on lui accorde plus de place qu'aux autres. Voilà. Donc mon chapitre est divisé en 5 parties, correspondant généralement au siècle. Donc première partie 4e siècle, deuxième partie 5e et 6e siècle, troisième partie, quatrième partie, 7e siècle après Isidore de Séville, cinquième partie 8e et 3e siècle, et donc la seule section, la troisième section, la seule section qui soit attribuée à un seul auteur est la troisième, consacrée à Isidore de Séville. Voilà, donc il est le seul à mériter à lui seul une sous-partie, ou une partie plutôt, un sous-chapitre, une partie du chapitre. Et quantitativement aussi, la place accordée à Isidore est relativement importante. Alors, je fais un rapide calcul avec le traitement de texte, c'est très facile à faire. Bon, en incluant les notes, en gros, mon chapitre comporte environ 9200 mots. Le développement à Isidore en a environ 1400. Voilà, c'est-à-dire à peu près 15%. Donc, en gros, 1/6 du chapitre. Bon, évidemment, Isidore est le seul auteur à qui soit attribuée une telle place, mais je voudrais insister ici sur un point, c'est que dire qu'il y a 15% du chapitre consacré à Isidore, cela veut dire aussi qu'il y a 85%, voilà, j'insiste plutôt sur ce chiffre, 85%, pour les autres auteurs. Et c'est cela en fait que je voudrais souligner. Je n'ai pas voulu qu'Isidore ait une place démesurée dans mon chapitre, et ça a été un choix tout à fait délibéré de ma part. Tout à l'heure, quand Marianne Vanier m'a présenté, elle a dit Jacques Elfassi spécialise Isidore de Séville. Mais justement, j'ai voulu lutter contre ça. J'ai vraiment fait des efforts pour limiter la section Isidore, pour qu'elle ne soit pas trop longue. Donc mon chapitre s'appelle Les pères espagnols. Cette conférence donc, elle-même aujourd'hui s'appelle Découvrir les pères espagnols. Voilà, il me semblait certes indispensable, c'est une évidence quand même quand on travaille sur la patristique hispanique, ça aurait été absurde en même temps de ne pas accorder la première place à Isidore de Séville, mais il me paraissait important de faire découvrir l'ensemble des pères espagnols, surtout qu'ils sont généralement très peu connus en France. Voilà, ça aussi c'est une chose dont j'ai tenu compte. C'est un manuel destiné à un public français, un public francophone.
Remarquez, même en Espagne, la plupart des auteurs, tout à l'heure j'ai parlé de Taillon, Saragosse, Fructueux de Braga, etc. Enfin, je pense que la plupart des Espagnols ne les connaissent pas non plus. Mais enfin bon, a fortiori en France, voilà, il me semblait important de laisser à ces auteurs toute leur place. Voilà, alors donc dans les mois qui viennent, le livre sera entre les mains des lecteurs, donc j'espère qu'il atteindra son but, faire découvrir un domaine, la littérature hispano-latine, qui est relativement peu connue en France, et montrer que la recherche dans ce domaine est très vivante. J'espère que cette communication aussi aura atteint son but. Voilà, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que par-delà son caractère spécialisé, les pères espagnols c'est quand même un peu spécialisé, les questions que je me suis posées ont un caractère universel. Faut-il accorder une place aux auteurs mineurs? Et quelle place? Et comment du reste, c'est pas forcément évident, après tout, comment distinguer auteurs mineurs et auteurs majeurs? Comment répartir la matière? Comment dans cette répartition, plus généralement dans ces jugements, mais après tout la répartition même des auteurs ayant soit un jugement, comment rester relativement neutre? Ne serait-ce que dans la place, je répète, qu'on accorde à tel ou tel auteur, tel ou tel texte, tel ou tel aspect de son œuvre. Alors on ne peut pas échapper à une certaine subjectivité, et d'ailleurs, non seulement on ne peut pas échapper à une certaine subjectivité, mais je crois que c'est bien qu'on ait une certaine subjectivité. Ce n'est pas mauvais qu'il y ait une certaine subjectivité, car ça donne un caractère plus personnel à ce qu'on publie. Mais comment trouver, disons, un équilibre entre subjectivité et une certaine objectivité, on va dire. Voilà, alors ces questions ont un caractère universel et ne concernent pas seulement les auteurs espagnols. Voilà, merci. Merci.